Soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. Merci de nous rester fidèles. La seconde vague de la Covid-19 est sérieuse. Nous commençons toujours notre émission avec la sensibilisation. Vous nettoyez très bien les mains avec les désinfectants. Vous lavez les mains au savon et à l'eau. Portez son masque correctement. Gardez la distanciation sociale, c'est important. Et respectons le couvre-feu. Pour ce nouveau numéro du magazine Data Market, nous allons parler. La Maison Blanche a approuvé le retour de la RDC à l'AGOA. Qu'est-ce que c'est l'AGOA? Quel est l'avantage pour la RDC? C'est vers la fin de décembre 2010 que nous avons quitté cette structure. Afin d'échanger, nous avons sur notre plateau une équipe costaud de la présidence de la République pour échanger sur ce sujet. Sur ce plateau, nous avons monsieur le professeur Serge Tshibangou, qui est mandataire spécial du chef de l'État pour l'Amérique du Nord et Moyen-Orient. Il est aussi superviseur du programme AGOA à la présidence. Nous vous saluons, professeur. Bonsoir. Et parmi nous, nous avons Madame Cécile Meta Kassanda, qui est coordonnatrice de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes au sein du cabinet du chef de l'État. Madame Meta, nous vous saluons. Et pour terminer, nous avons parmi nous Monsieur Philippe Ngwala, qui est le coordonnateur de la CAPUDC. Monsieur Philippe, nous vous saluons. Professeur, nous commençons avec vous. Nous avons suivi dans les médias et aussi l'allocution de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis, Mac Hammer, pour apprendre aux Congolais que le président de la République, avec son administration, avait autorisé que nous puissions retourner à l'AGOA. D'abord, qu'est-ce que c'est l'AGOA, Monsieur le professeur? Merci beaucoup. Je salue aussi vos téléspectateurs et vos auditeurs. L'AGOA est en fait un sigle qui veut dire Africa Growth and Opportunity Act, qui est une loi commerciale américaine qui facilite notamment les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne. La RDC était membre de AGOA jusque, comme vous avez dit, décembre pratiquement 2010. Pourquoi décembre? Parce que généralement, c'est un décret présidentiel signé par le président des États-Unis après une certaine évaluation qui est faite sur plusieurs critères des pays de l'Afrique subsaharienne. Alors, particulièrement, nous avons été suspendus depuis 2010, comme vous l'avez dit, mais dès que le président Félix-Antoine Tshisekedi, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi a pris les rênes du pouvoir, c'était son cheval de bataille, être sûr que la RDC serait réintégrée dans AGOA. Et bien sûr, il y avait plusieurs critères que nous devrions commencer par satisfaire avant que la RDC ne puisse réintégrer. Et je pense que après pratiquement 2 années du pouvoir de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, aujourd'hui la RDC est fière de réintégrer ce programme commercial parce que nous bénéficions par exemple de la suppression des barrières au commerce, des barrières des investissements américains en RDC. Nous avons souffert de manière un peu criante, notamment de la perte de ces investissements américains avec la fermeture de certaines de leurs multinationales, la suppression des échanges commerciaux entre les deux pays, le standard et la qualité justement des produits que nous pouvons avoir au niveau de la RDC, on en souffert terriblement. Et aujourd'hui, je pense que les félicitations vont d'abord à notre chef de l'État qui, dans sa vision, voulait justement restaurer les échanges commerciaux avec un partenaire privilégié comme les États-Unis d'Amérique. Professeur Serge, nous nous focalisons sur vous d'abord parce que vous avez parlé d'échanges, c'est purement commercial, douane, mais nous voyons
les actes posés pour la suspension de la RDC étaient plus droits de l'homme, ainsi de suite, travaux forcés des enfants, corruption. Est-ce que ces éléments-là impactaient ou impactent le plan de commercer, d'échanger? Oui. En fait, oui. Parce que, je vous donne un exemple concret. Il y a par exemple, parmi les avantages justement de cette réintégration dans AGOA, il y a par exemple la protection des travailleurs locaux. Okay. Quand on dit protection, on parle des salaires de base, on parle des primes, on parle même de la régularité de ces salaires. Ces travailleurs qui sont, eux, pratiquement la source de production, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans les textiles, que ce soit dans les mines et tout. Alors, au moins aujourd'hui, nous pouvons nous dire que ce qui prévenait, ce qui empêchait, je veux dire, la RDC de bien s'occuper de ces travailleurs, en fait, c'est une barrière qui a été, ou un verrou qui vient de se faire sauter, parce que les États-Unis d'Amérique, qui sont très regardants dans tout ce qui est, par exemple, protection des travailleurs, comme j'ai dit, ont été satisfaits depuis l'avènement du président Tshisekedi à la tête ou au pouvoir de la RDC. Ça a empêché de le faire. Les travailleurs étaient maltraités. Okay. Les travailleurs ne pouvaient pas avoir leur salaire minimum. Et la même chose s'appliquait dans les abus. Okay. Qui dit abus, dans tous ces formats, nous parlons même l'abus dans l'utilisation de la main-d'œuvre. Okay. Comme vous le savez, il y a plusieurs, d'ailleurs ça continue aujourd'hui, je ne veux pas citer les origines de ces multinationales, il y a des pays dont les compagnies sont ici, où leurs citoyens ne traitent pas comme il se devrait, par exemple, nos frères congolais qui travaillent dans leur structure, vous voyez. Donc, abus des droits de l'homme, effectivement, parce que il n'est pas possible de produire de manière propre si déjà au niveau de la racine, au niveau de la source, ceux qui sont à l'origine de production, donc l'être humain lui-même, se sont abusés. Okay. Il y a la corruption, par exemple, okay, qui est la fraude et la corruption, parce que qui dit échanges commerciaux dit flot des capitaux entre les deux pays. Okay. Alors, il est très difficile d'engager dans un partenariat privilégié avec un pays sérieux comme les États-Unis, qui est la première puissance économique du monde, sans pour autant, par exemple, résoudre le problème de blanchiment d'argent, blanchiment des capitaux, fuite des capitaux également. Okay. Sinon, finalement, on parlerait d'un commerce qui n'est pas balancé. Okay. Alors, ce que les États-Unis nous ont demandé, nous ont donné comme condition, c'était d'être sûr que nous verrouillons toutes ces voies qui permettaient, par exemple, la fuite des capitaux, qui permettaient la fraude et la corruption. Vous voyez? Alors, vous comprenez que en essayant de satisfaire à ces conditions, entre-temps, la RDC se positionne également comme étant un pays là où les droits de l'homme sont respectés, là où les droits des travailleurs sont respectés, là où, par exemple, le système bancaire, le système financier subit, par exemple, une certaine restructuration. Voilà, nous partons auprès de Madame Cécile Meta Kassanda, parce que nous sommes très attirés sur tout ce qui est question pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes. La RDC compte des milliers de minéraux, la plupart de manière licite ou illicite, où travaillent des enfants mineurs, travaillent des femmes. Les situations ne sont pas prometteurs. Par exemple, quand vous voyez certains documentaires de nos confrères d'autres chaînes internationales, tout cela, nous comprenons à militer, à sortir la RDC de ce partenariat privilégié avec la RDC. Madame, ce retour-là par rapport à la RDC dans la Goa est tributaire aussi des avancées dans la situation des enfants et dans la situation de la femme. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Madame Cécile? Oui, je vous remercie.
En ce qui concerne les droits de l'homme, depuis son avènement au pouvoir, le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est donné comme objectif de préserver les droits de l'homme, et en particulier les droits des femmes et des enfants. Puisque dans toutes les violations, ce sont les femmes et les enfants qui sont les plus grandes victimes. Pour la Goa, qu'est-ce que la RDC a fait comme avancée? Il y avait d'abord le problème de recrutement des enfants dans les groupes armés et dans les forces armées. Vous vous rappelez que dans notre armée, nous avions les Kadougou. Ce sont des mineurs qu'on appelle Kadougou. C'est un terme swahili. Et ça a continué jusqu'à ce qu'il y a eu une décision. D'abord, une décision politique confirmée par un décret du ministre de la Défense. Donc c'est sur le travail et l'impulsion du chef de l'État qui avait mis en place cette cellule, donc cette petite équipe qui est multisectorielle pour travailler sur le retour de la RDC dans Agoua, qu'il y a eu le décret qui interdit le recrutement d'enfants dans les forces armées et l'engagement de la République de ne pas collaborer avec des groupes armés qui utilisent les enfants comme combattants, comme espions, comme esclaves ou des autres. Donc là, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est dans le domaine du travail. La RDC a ratifié et adhéré à beaucoup de conventions de l'Organisation internationale du travail et le Bureau international du travail. Mais c'est sous l'impulsion du chef de l'État qu'il y a eu, depuis 2019, des inspections qui se sont faites dans les mines, surtout pour faire sortir les enfants de leur exploitation dans les mines. Et la troisième chose, c'est dans le domaine de la traite. C'est depuis 2005, donc le 28 octobre 2005, que la RDC a adhéré à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Mais depuis cette date-là, jusqu'à l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi, la RDC n'avait jamais produit un rapport ou pris une mesure pouvant lutter contre, ou prévenir ou lutter contre la traite des personnes. Mais avec son leadership, il a mis en place une agence que je coordonne. Et avec cette agence, nous avons doté notre pays d'un plan stratégique de 5 ans. Et ces plans énumèrent toutes les actions qui doivent être menées et les mesures politiques qui doivent être prises. Donc, toujours dans le domaine de la traite, la RDC dispose maintenant d'un projet de loi. N'eût été cette crise politique, peut-être ces projets de loi devaient se trouver déjà sur la table du Parlement. Ce projet de loi est là et c'est grâce à ces deux avancées et avec le rapport qui a été produit sur les avancées faites dans le domaine de traite des personnes que la RDC a été délistée de la liste rouge et se trouve dans une autre liste maintenant, donc au niveau tiers 2 avec 8 recommandations. Et sur ces 8 recommandations, il y en a 4 qui sont déjà, qui peuvent tomber. Donc la RDC est sur la bonne voie dans le domaine de la traite des personnes. Et sur le quatrième avancée, c'est dans le domaine des violences sexuelles et protection des jeunes. Le président de la République a mis en place
un bureau spécial qui est coordonné par une conseillère spéciale. Et au niveau de la justice, il existe un fonds de dédommagement des victimes de violences sexuelles. Même si ce fonds n'est pas régulièrement alimenté, mais il existe quand même. Donc ce sont des avancées que la RDC a fait dans le domaine des droits de l'homme. En ce qui concerne le recrutement des enfants dans les forces armées et groupes armés, il y a maintenant la justice militaire qui condamne toute utilisation d'enfants dans les conflits. Donc, c'est déjà même réglé par la loi. Et la loi qui est proposée fait beaucoup, donc passe en revue toutes les formes de la traite et les réprime avec des peines très, très sévères. Au niveau des femmes, il y a une tolérance zéro qui a été prononcée. Et ça, c'était un engagement de la RDC au niveau de l'Afrique. Maintenant que la RDC a prononcé la tolérance zéro, donc on ne peut plus tolérer toute violation, donc toute violence faite à la femme. Donc, y compris les violences sexuelles, l'exploitation, toute forme d'exploitation de femmes est maintenant réprimée sévèrement. Et la RDC ne peut plus tolérer ça. Donc, avec toutes ces avancées, nous avons eu au niveau de l'inspection du travail des réunions avec le département du travail américain pour leur montrer ce qui est fait. Puisque dans ce processus, nous avons eu des réunions de travail par vidéoconférence avec beaucoup de départements américains pour leur montrer ce que la RDC a fait. Et c'est ça qui les a convaincus, qui a convaincu la Maison Blanche, puisque chaque département devait faire un rapport sur le domaine qui le concerne. Et c'est ce qui a permis que la Maison Blanche puisse, après avoir réuni toutes ces informations, proclamer la réintégration de la RDC dans la Goa. Merci beaucoup, Madame Cécile Meta-Kassanda. Nous passons au dernier intervenant ou terminer notre premier tour de table avec M. Philippe Ngwala Malemba, qui est coordonnateur de la KPUDC. Monsieur Philippe, vous êtes à la recherche des débouchés pour les jeunes dans les questions de l'entrepreneuriat et nous avons vu avec la filière manioc. Mais aujourd'hui, avec la réintégration de la RDC dans la Goa, est-ce qu'il y aura des débouchés pour les jeunes? Comment ils pourront en bénéficier? Monsieur Philippe Ngwala. Merci beaucoup pour la parole. Vous savez, la finalité c'est cela. Pourquoi est-ce que nous retournons à la Goa? Parce que nous devons avoir quelque chose à donner pour recevoir. Donc c'est le cadre de libre-échange entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo sur un certain nombre de produits. Et nous sommes très bien préparés à répondre à ces types. C'est pour cette raison d'ailleurs, dans sa vision de coopération, le président de la République savait qu'il va pouvoir mener ce processus de retour de la RDC à la Goa. Il n'y a pas que la Goa, il y a pas mal d'autres cadres de libre-échange. Et il a prévu donc créer au sein de son cabinet la KPUDC, qui est la cellule d'appui au programme d'urgence intégré du développement communautaire, qui coordonne le programme de développement communautaire qui a pour visée d'améliorer les conditions de vie des populations, de créer de l'emploi à travers les filières potentielles de création d'emplois et d'amélioration des conditions de vie. Donc nous sommes en train de travailler sur un programme d'industrialisation à la base, avec plusieurs filières. Nous avons commencé donc avec la filière manioc. C'est avec ça que la RDC sera en mesure donc, de transformer ses produits bruts en produits finis dans le secteur agricole et dans d'autres secteurs également. Et nous allons également accompagner un processus de label, de 3 labels congolais, parce que les produits doivent être des produits made fabriqués en RDC, répondant aux standards internationaux, aux standards du commerce international. Et ces produits pourront donc être échangés dans le cadre de la
l'AGOA avec les États-Unis pour les bénéfices des Congolais, les bénéfices donc, de la population à la base. Et ces processus d'industrialisation également, l'AGOA crée des opportunités non seulement d'échange de ces produits, mais également de transfert de compétences et d'attraction du secteur privé américain vers la RDC. Donc il y a pas mal de pistes que nous sommes en train de mettre en place. Là, nous venons, grâce à l'impulsion du chef de l'État, d'adopter une nouvelle norme de la farine composée qui permet de créer un grand marché d'industrialisation du manioc avec un besoin de plus de 100 000 tonnes de farine panifiable qu'on va avoir par an, étant donné que la RDC aujourd'hui ne produit que 16 000 tonnes de manioc. Il y a pas mal de produits dérivés du manioc brisés par le monde que nous pouvons commencer à échanger et ça va bénéficier donc à l'augmentation du revenu des populations à la base, des jeunes, à la création d'emplois décents, massifs et d'opportunités économiques. Je voudrais quand même ajouter à ce que mon collègue dit sur le fait que le président de la République, dans ce processus de retour à l'AGOA et pour remettre la RDC sur ce processus en répondant aux critères de ce retour-là, il a beaucoup travaillé sur la coopération avec la Banque africaine de développement. Il a pu obtenir donc un projet qui permet donc de sortir les enfants des mines de cobalt, comme l'a dit madame. C'est un financement de 84 millions de dollars qui a été négocié. Le chef de l'État a été invité donc, aux assemblées annuelles de la Banque africaine de développement en juin 2019 et il a participé à la signature des accords de dons et des prêts. Cet instrument a également été un des arguments que nous avons portés sur la table dans le cadre des négociations que nous avons menées pour dire que la RDC aujourd'hui, grâce à l'impulsion et au leadership du chef de l'État et à sa volonté de coopération, sa volonté politique, la RDC répond maintenant aux critères de retour à l'AGOA. Monsieur Philippe voilà, Malemba vient de le dire, la RDC répond aux critères de retour à l'AGOA. Mais professeur Serge Tshibangou, comment expliquer ces avancées en peu de temps? Comment expliquer? Parce que le téléspectateur était quelque part dubitatif. C'est sur un bouton que vous avez appuyé. Nous avons suivi Madame Cécile Meta, les efforts qui ont été faits. Comment expliquer ces avancées? Parce que les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde veulent comprendre un peu ce processus. C'était juste rangé dans un des tiroirs et vous avez sorti pour présenter à chaque département au sein de l'administration de Donald Trump. Comment vous y êtes pris? Premièrement, il y avait la volonté politique du chef de l'État lui-même. Et je crois que c'était ça le point de départ. Okay? Parce que sans volonté politique, le reste ne pouvait pas suivre. Donc, l'impulsion est venue du chef de l'État. Il a démontré la volonté politique et il fallait donc mettre sur pied le mécanisme. Donc, ce qu'il a fait, effectivement, comme Madame l'a dit, c'est de monter dans cette équipe au sein de la présidence. Vous remarquerez qu'ici, il n'y a que 3 différentes fonctions ou agences qui sont représentées de la présidence de la République, mais il n'y avait pas que nous 3. Il y a, par exemple, des collèges, des conseillers du commerce international qui faisait partie de l'équipe AGOA, qui fait partie de l'équipe AGOA. Il y a par exemple le porte-parole du chef de l'État, la porte-parole adjointe du chef de l'État qui fait partie de l'équipe. Il y a le collège des conseillers chargés de travail et prévoyance sociale qui fait également partie. Donc, c'est un travail de fourmi qui a été fait. C'est un travail de fourmi qui a mis, là où le chef de l'État a harmonisé pratiquement toutes les entités de la présidence de la République, les a mobilisées pour pouvoir en fait être sûr que nous allons travailler chacun dans son domaine jusqu'à arriver au résultat. Et puis à la fin, c'est vrai, c'était en fait des tranches de travail qui étaient faites par les entités de la présidence de la République. Il y a par exemple le directeur de cabinet d'intérim qui aussi a participé et intervenu à certains moments. Il y a les directeurs de cabinet adjoints qui sont intervenus également. Donc, toutes les entités, chacune des entités de la présidence de la République, sous l'impulsion du chef de l'État, a travaillé dans son domaine et, bien sûr, le chef de l'État a pu harmoniser tout cela et ça nous a permis, en fait, d'avoir tout un document, okay, bien fourni. Je crois que c'était pratiquement une centaine de pages de documents qui devaient être soumis à l'appréciation et à l'évaluation du gouvernement américain. Ça a été fait déjà en juin de cette année. Et je me rappelle que c'était d'ailleurs à peu près 2 heures du temps avant le deadline que le document a été soumis. Mais ce n'était que le point de départ.
Et puis après, les officiels américains, chacun dans son domaine, il y avait le département d'État, il y avait le département du travail, il y avait le département même de la justice, le département de la défense. Donc, chacun dans son domaine nous contactait pour avoir parfois des clarifications. Et c'est ainsi qu'il y avait des Parce qu'il devait être crédible, parce que c'est pas Exactement. facile. Les Américains vous disent oui en hochant la tête et après ils vous disent non en souriant autour d'une tasse de thé, d'une tasse de thé plutôt. C'est vrai. Alors, et encore, il y avait la pandémie du Covid qui s'était rajoutée, donc ça rendait parfois même les rencontres un peu difficiles, mais il y avait des mécanismes qui étaient mis sur pied, il y avait des vidéoconférences, il y avait des voyages qui ont été entrepris au niveau des États-Unis, des réunions intenses qui se sont faites, jusqu'à ce que chacun des départements concernés a dû faire son rapport au sein de la Maison-Blanche. Alors, il est important, quand on parle de la Maison-Blanche qui a donc décidé la nuit dernière la réintégration de la RDC, il faut bien préciser que c'est le chef de la Maison-Blanche qui est le président Donald Trump. C'est lui qui a signé donc ce décret présidentiel pour la réintégration de la RDC. Donc c'est un travail de titan qui a été fait, mais comme je vous le dis, vous avez sûrement aussi suivi une des réunions du Conseil, un des comptes rendus du Conseil des ministres, là où le chef de l'État avait insisté, parce que c'est une initiative qui est venue de lui, que ces équipes étaient en train de travailler pour arriver à la réintégration de la RDC dans la Goa. Donc c'est un travail qui a été fait, un travail de titan qui a été fait, et je salue ici premièrement le président de la République pour cette initiative et pour l'impulsion et les encouragements qu'il a donnés à ses équipes. Je salue également l'engagement des équipes de la présidence de la République et aussi des autres partenaires. Du gouvernement par exemple qui était là, il y avait l'inspectrice générale du travail qui était aussi impliquée. Donc tout le monde était mis à contribution. C'est vraiment l'exemple là où toutes les entités, les institutions de l'État se sont mises autour du chef de l'État pour atteindre un seul objectif. Donc c'est vraiment un message, un signal fort que le président de la République non seulement lance à la population congolaise, mais aussi à la communauté internationale, que les institutions congolaises peuvent se mobiliser pour le bien du peuple congolais. Se mobiliser pour le bien du peuple congolais. Professeur Serge Tshibangou, nous restons toujours dans nos échanges pour élucider. Pour le Congolais lambda, ceux qui nous suivent, ils se disent, ils vont voir des téléviseurs américains ici, sur l'avenue du commerce, ils vont voir des opportunités, ils vont voir des entreprises américaines venir ici, et ils vont voir par exemple les bananes made in RDC, les oranges, les pagnes, l'artisanal congolais aux États-Unis. C'est un peu ça qu'on peut expliquer. Oui, c'est ça même, vous avez bien touché. Il y a comme ça, pour le moment, près de 7600 produits qui sont qualifiés dans le cadre de la Goa. Okay? Et il est important, et j'aime votre remarque, il est important de signaler que ce ne sont pas que ce qu'on peut appeler les opérateurs économiques avérés qui bénéficieraient donc de AGOA, mais il y a également ce que vous appelez effectivement le citoyen lambda. Vous avez votre grand-mère par exemple qui, quand elle tricote seulement, donc faire des habits qu'elle tricote elle-même, c'est déjà le fait que c'est venu d'une main congolaise qui l'a produite, et d'office, c'est un produit qualifié directement pour l'exportation vers les États-Unis. Bien sûr, il se posera le problème de la quantité industrielle. Okay? Alors, la quantité industrielle, ça fait également partie du programme AGOA, là où il y a une branche, une institution financière américaine qu'on appelle la DFC, Development Finances Corporation, qui, elle, est chargée de financer notamment les productions au niveau industriel pour arriver d'ailleurs au standard du consommateur américain. Ça veut dire, vous avez votre initiative, vous voulez commencer à produire, okay? Ce financement-là va directement donc aux communautés, et ce sont ces communautés-là, ça les aide à remonter le standard et la quantité à exporter. Il y a également les formations, okay? Mais au-delà de cela, il y a un aspect important qu'il ne faudrait pas oublier, et ça, je crois que c'est une remarque que nous avons faite à l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, pour lui dire tout ça c'est un peu nouveau pour nous. Okay?
Faire les affaires avec les États-Unis n'est pas la même chose que faire les affaires avec le Congo-Brazzaville, par exemple. Alors, il y a quelque chose d'important dont nous avons besoin, c'est aussi apprendre la culture, cette culture de faire les affaires avec les Américains. De la même manière que les Américains devront apprendre également cette culture, comment faire les affaires avec les Congolais. Vous voyez. Donc ça, c'est vraiment un bémol important qu'il faudra mentionner. Mais le transfert des connaissances, le transfert de l'expertise américaine vers nous est considéré dans ce programme AGOA. Donc, nous pourrons progresser. Okay, ce producteur d'oranges, ce producteur de textiles, ce producteur de même des, peut-être je crois un modéliste aussi, oui. Votre veste originale avec Pine par exemple qu'on ne retrouve pas là-bas, écoutez, s'il y a moyen de commencer à le produire, faites-le, parce que ça fait partie des produits qui sont qualifiés pour AGOA. Malheureusement, les bonnes choses ne durent pas. C'est déjà la fin de nos échanges. Madame Cécile Meta Kassanda, un grand chemin a été fait, un grand pas a été posé, mais comment se maintenir? Parce que ceux qui nous ont évalués aujourd'hui pour notre réintégration peuvent dire à un certain moment, oh, vous êtes en train de dégringoler, vous êtes en train de relâcher vos efforts, carrément, vous débarquez. Comment nous maintenir? Quelles seront les positions à mettre à la disposition des Congolais pour savoir, voici, si vous voulez vraiment continuer à avoir cette culture des affaires avec les Américains, pas de travail au noir, pas faire souffrir les enfants, ainsi de suite. Comment se maintenir, Madame Cécile? Bon, ce qui va nous aider à maintenir le cap, c'est d'abord la régularité de la justice. Il faudra maintenant que les gens apprennent à dénoncer. Dénoncer les faits que vous voyez d'exploitation, les violations, puisque le Congolais ne dénonce pas, mais a l'habitude de se plaindre. Donc si on dénonce, et la dénonciation ne doit pas seulement se limiter à dénoncer les faits, il faut aussi dénoncer le comportement de celui qui est chargé de juger. S'il ne respecte pas la loi, s'il l'interprète mal, bien sûr il y a des voies de recours, mais il faut dénoncer. Il faut dénoncer pour que la justice soit accessible de manière équitable à tous. Et que les procès que nous connaissions, que ce soit des procès impartiaux, que la loi soit égale pour tous, qu'il n'y ait pas la justice des riches et la justice des pauvres. Que les travailleurs connaissent d'abord leurs droits et dans ce cadre-là, je pense que dans le programme de la loi, nous allons sensibiliser la population, surtout les travailleurs qui ne connaissent pas leurs droits. Mais comme il y a l'inspection qui est dans le programme d'AGOA, on va continuer à aider pour qu'on puisse multiplier les inspections sur les lieux de travail. Et aussi dans nos maisons. C'est dans nos maisons que nous commettons tous la traite des personnes. Nous exploitons nos travailleurs. Nos agents domestiques sont exploités pour un salaire de misère. Pour la dernière échange que nous allons faire, je vous prie de garder cette question. Ceux qui suivent, les détracteurs disent que le fait de retourner à la Goa, c'est la caporalisation de la RDC, on n'est pas libre, on n'est pas souverain, la RDC est un État souverain, nous ne pouvons pas nous fier aux caprices des Américains parce qu'ils nous disent voici comment nous conduire. Ça sera la dernière question pour un peu vous titiller, mais nous revenons auprès du coordonnateur de la CAPUDC, M. Philippe Ngwala. Monsieur Philippe, une nouvelle manière de faire les choses viendra. Ici en RDC, sur le plan technique, industriel, artisanal, cet échange auprès des jeunes venant des États-Unis, par exemple, sur les normes de l'entrepreneuriat, sur les normes de la culture du manioc, par exemple, sur l'enrichissement de notre pays, est-ce que
on peut dire, ça doit nous émouvoir. Nous devons nous réjouir parce qu'il y aura transfert de connaissances, il y aura des nouvelles capacités, des méthodes de production à la création de richesses qui sera disponible ici en République démocratique du Congo grâce à nos échanges commerciaux avec les États-Unis. Bien sûr, pour la KPDC, donc le service spécialisé du chef de l'État, nous sommes en train de travailler, comme je l'ai dit, sur la modélisation et la structuration des filières à grand potentiel de création d'emploi. L'approche, c'est une approche d'industrialisation à la base. Et donc nous avons prévu pour chacune des filières d'identifier le métier de chaque filière et de valoriser ces métiers. En transfert de compétences dans différents métiers. Et une fois que ces métiers sont valorisés, ces jeunes seront capables, ces jeunes hommes et femmes seront capables aujourd'hui de pouvoir produire ou faire des produits de bonne qualité, répondre aux standards internationaux. Comme je l'ai dit, nous allons également accompagner un certain nombre de produits pour que ce soit qu'il ait un label congolais. C'est difficile aujourd'hui, on ne trouve pas des produits vraiment DRC. Made in DRC, les gens ont l'habitude d'écrire des étiquettes, des copier-coller. Les labels, les pro-labels, c'est tout un processus spécifique, de standardisation. Et nous sommes en train de pouvoir faire, et nous allons donc accompagner grâce à cette impulsion du chef de l'État à travers la KPDC. Et donc ces métiers qui seront valorisés dans toutes les chaînes, dans toutes les filières, les chaînes de valeur, ça va créer énormément de potentiel en termes de compétences, en termes de la qualité des produits transformés qui pourront donc être mis sur le marché international et pour répondre donc à ces besoins du retour de l'AGOA à l'AGOA, parce que le retour est là, il faut bien qu'on ait des choses à échanger et le président a bien prévu ce processus. Monsieur Philippe, donc nous commençons avec vous pour mettre un terme à ces échanges. En quelques minutes ou secondes, est-ce que le fait de rentrer dans l'AGOA veut dire que nous ne sommes pas souverains, nous dépendons du dictat américain? Écoutez, aujourd'hui la RDC n'est pas en vase clos. La RDC c'est un pays qui a adhéré à plusieurs traités, à plusieurs accords internationaux. Nous sommes une économie des marchés et des libre-échanges. C'est comme ça qu'un pays se développe. Aujourd'hui on parle de la mondialisation. Nous sommes donc un pays ouvert qui n'est pas fermé. Il n'y a rien de dictature dedans. Les États-Unis ont établi leurs normes pour la coopération avec les pays au sud du Sahara. C'est tout à fait normal que dans la recherche des échanges, la coopération avec ces grands pays du monde, qui est un pays frère, nous puissions faire un effort pour retourner à cette coopération. Il n'y a pas un dictat, c'est un programme gagnant-gagnant. C'est des échanges gagnant-gagnant. Retour à l'AGOA ne veut pas dire que les États-Unis viennent nous imposer des choses. Non, non, non. Nous sommes dans une coopération gagnant-gagnant où nous avons à donner et à recevoir. Madame Cécile Meta Kassanda, cette question, vraiment, je ne peux pas la laisser comme ça. La même question que M. Philippe Ngwala. Vous êtes mère de famille, vous voyez la maman voisine venir vous dire non, les assiettes c'est comme ça, ainsi de suite. Le respect des droits de l'homme en RDC ne peut être rendu possible que par le visa américain? Non, je ne le dirai pas. La RDC a adhéré à la Convention des Nations Unies pour les droits de l'homme. Elle a aussi adhéré à plusieurs instruments internationaux des droits de l'homme. Quand on adhère et on ratifie, ce qu'on s'engage à respecter. Ces instruments-là ne sont pas des instruments américains, ce sont des instruments des Nations Unies, dont la RDC fait partie. Donc, si nous devons bénéficier d'un rapport d'égal à égal, nous devons respecter les droits de l'homme. Nous devons les faire respecter par tous les moyens. Il n'y a pas de personnes qui sont plus importantes que les autres. Par exemple, chez moi, je ne suis pas plus importante que ma bonne ou mon jardinier. Ce sont des personnes humaines, créées tous à l'image de Dieu et égaux devant la loi. Monsieur le professeur Serge Tshibangou, la même question. Les collaborateurs du chef de l'État ont forcé le chef de l'État à pouvoir suivre les dictats américains. Parce que certains dictateurs lui disent, oui, nous sommes un pays souverain. Est-ce que
le fait d'être dans l'AGOA et de dire que non, pour bénéficier de tels avantages, pour commercer en termes de droits de l'homme, respect, ainsi de suite, fait que nous suivions le dictat d'une autre nation, soit dite puissante? Encore une fois, comme mes collègues l'ont dit, c'est non. Parce que c'est vrai que l'AGOA, c'est des échanges commerciaux entre donc, les deux pays, dans ce cas ici. Mais n'oubliez pas que en boostant, si je peux le dire ainsi, la production locale, okay, dans tous ces secteurs, mais il y a d'abord la consommation locale. Okay? Avant d'exporter, il y a d'abord la population qui se retrouve parce que la population reçoit, par exemple, de la nourriture sur son assiette. Et généralement, c'est le surplus qui permet l'exportation. Quand il y a une production qui se fait sur un produit particulier, généralement, il existe des catégories. Okay? Je crois qu'avec le temps, les producteurs, y compris les paysans, vont bénéficier de ces formations-là, là où nous leur apprendrons que il y a des catégories dans la production. Il y a une catégorie pour la consommation locale et une catégorie qui est destinée à l'exportation. Vous voyez. Donc, dans tous les cas, ces échanges commerciaux, nous bénéficions de l'expertise, de l'expérience de nos partenaires privilégiés, donc les États-Unis. Nous bénéficions de leur financement, leurs investissements directs dans le commerce pour pouvoir produire localement, mais c'est d'abord pour satisfaire le besoin de la population locale avant de penser même exporter. Et une précision, les exportations, d'après cette loi américaine, les exportations ne sont pas seulement destinées aux États-Unis. Les exportations sont également destinées même aux pays voisins, même sur le continent africain. Donc, je crois que ce programme, cette réintégration, remet la RDC dans le concert des nations pour jouer un rôle dans tout ce qui est système économique, tout ce qui est système d'investissement, tout ce qui est système même de production au niveau continental et au niveau global. Ce soir, nous avons parlé de la réintégration de la RDC au sein de l'AGOA. L'AGOA est cette zone d'échange établie aux États-Unis depuis 2000 et ça permet de commercer avec certains États. Et la RDC a été écartée de ce circuit depuis fin décembre 2010 parce que, selon certaines enquêtes, pas de respect des droits de l'homme, pas ceci, pas cela. Aujourd'hui, avec l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en peu de temps, il a redynamisé, il a reboosté la coopération entre les États-Unis d'Amérique. Et le président de la République ne le fait pas seul, il a un cabinet d'hommes et de femmes qui se donnent corps et âme à donner le meilleur d'eux pour l'avancement de la RDC. C'est vrai, ils ne sont pas pléthores, comme vous le dites, qui ne font rien, non, non. Vous le voyez, ils travaillent souvent dans l'ombre et deux fois au sacrifice de leur propre famille. Un grand merci à M. Philippe Ngwala Malemba. Un grand merci à Mme Cécile Meta Kassanda. Et un grand merci au professeur Serge Chibangu qui a conduit les débats. Merci beaucoup. Vous nous avez raté ce soir, rattrapez-vous dans toutes nos chaînes partenaires qui diffusent ces programmes et suivez-nous à gogo sur les réseaux sociaux. Nous ne pouvons pas terminer cette émission, ce magazine, sans sensibiliser sur les gestes barrières. Il est 21h, soyez chez vous. Respectez les gestes barrières. Portez correctement votre masque. Vous avez des désinfectants, désinfectez-vous les mains. S'il y a l'eau et le savon, lavez-vous correctement. Gardez une distanciation sociale. Guérir, c'est savoir protéger aussi l'autre. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.